artistes qu'un artiste est plus qu'un président. Et je le dis et je l'assume. Parce que les artistes ont un impact formidable et incroyable sur la société. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien nos chansons touchent et changent les gens. Combien nos chansons peuvent amener quelqu'un à être meilleur, comme à être le contraire du meilleur. Donc nous avons cette force-là de changer les choses. La charge de la culture organise depuis hier à Bobo-Dioulasso un atelier de renforcement des capacités de l'équipe nationale chargée de l'élaboration du deuxième rapport quadriennal du Burkina Faso sur la mise en œuvre de la Convention de 2005 de l'UNESCO. Il s'agit également d'un atelier bilan sur les politiques et mesures nationales dans le cadre de la promotion de la diversité culturelle au Burkina Faso depuis 2013. Nous avons souhaité bénéficier de l'accompagnement de l'UNESCO pour élaborer le deuxième rapport périodique de notre pays, le rapport périodique quadriennal sur la Convention de 2005 relative à la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Dieu merci, l'UNESCO avait un mécanisme grâce à l'appui de la Suède pour accompagner un certain nombre de pays du Sud et nous avons été élus comme pays qui devait bénéficier de cet appui-là. On a été vraiment édifiés de voir que la Convention, pour la plupart des temps, on l'applique sans savoir qu'on l'applique en fait. Nous sommes partis d'un constat. Aucun pays au monde, historiquement, ne s'est développé sans s'appuyer sur la culture, sur sa culture. À partir de ce moment-là, que ce soit l'Europe, que ce soit l'Asie, que ce soit les États-Unis d'Amérique, ont montré la voie, à savoir que c'est la culture qui est le principal levier du développement intégral. Vous savez, nous n'avons pas de pétrole, nous ne sommes pas gâtés donc, par la nature en termes de richesses minières, mais nous avons la culture comme une richesse. Le Burkina Faso est vu comme un pays du cinéma, un pays connu peut-être plus à l'extérieur à travers le cinéma que le politique. Donc c'est la conséquence logique d'une politique culturelle volontariste. Le Burkina Faso, ce qui est frappant, c'est que la société civile a toujours eu un rôle moteur, un rôle pionnier. Et ensuite, les responsables politiques ont l'intelligence de les suivre. L'exemple le plus clair de cela, c'est le FESPACO. Et à Ouaga, ici, à la 25e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision, nous sommes à quelques heures. C'est un pays où on a identifié, on enregistre autour d'une soixantaine de dialectes. Et les premiers dirigeants de ce pays, à la veille et dès le début des indépendances, ont fait le choix de communiquer avec le cinéma et l'audiovisuel. Vous savez, le Burkina a connu il n'y a pas longtemps une révolution. Cette révolution est pilotée par des artistes, a été plus ou moins mise en branle par des artistes qu'on connaît ici. C'est les artistes qui ont pris de par-dessus le corps ce combat-là de liberté. Si vous prenez les chansons du Burkina sur les 10 dernières années, vous prenez toutes les pièces de théâtre qui ont été diffusées aussitôt. Je dis bien toutes les pièces de théâtre. Toutes les pièces ont porté sur la gouvernance, pour ne pas dire sur la mauvaise gouvernance. Donc, pièce après pièce, on a sensibilisé la population sur son rôle de citoyen, son rôle d'éveil, son rôle de gardien des valeurs de la République. Lorsque l'insurrection survenait les 30 et 31 octobre 2014, il se passait au Burkina Faso à Ouagadougou une manifestation théâtrale internationale dénommée les Récréatrales. Et au cours donc de ces manifestations, il y avait un spectacle qui était comme une sorte de prémonition de l'insurrection
qui disait qu'il y en avait marre et qu'il fallait se lever, il fallait renverser le régime qui était sur place, etc. On peut penser que c'est subversif, mais pour nous ce n'est pas subversif, c'est la traduction de l'âme de l'artiste. Et ce qui a été annoncé dans le spectacle est arrivé dans la réalité quelques jours seulement plus tard. On ne peut plus aujourd'hui, après l'insurrection, traiter les artistes de la même façon qu'avant l'insurrection. Parce que c'est comme ils ont participé à l'installation d'un nouveau pouvoir qui doit être plus démocratique et qui doit travailler dans le sens des intérêts de la population. Et c'est extrêmement important. Et nous qui sommes au ministère de la Culture, vous imaginez quelle pression nous avons par rapport à ce qui doit être fait pour les aider. De 2006, dès l'adoption de la Convention, le Burkina Faso s'est engagé dans l'élaboration d'une politique culturelle qui a été adoptée en 2009. Et dans cette politique culturelle, nous avons incorporé les éléments de la Convention de 2005. C'est pas qu'il n'y a pas le besoin de ratifier, c'est pas que les gens sentent qu'il y a une nécessité d'avoir cet instrument au niveau international, mais il n'y avait pas une grosse mobilisation. Et nous avons travaillé dans un premier temps à mobiliser la société civile qui a poussé les autorités dans le sens de cette ratification. Partir, je décide un jour de partir. Revenir, vous allez aussi décider un autre jour de revenir. Souvent, je suis heureux de savoir que c'est le petit comédien venu du petit village de Pala qui a pu écrire un texte qui est en train de conquérir aujourd'hui l'attention des Africains et même des Européens. Et une fois, il y a une vieille dame à la sortie du théâtre m'a dit, après la représentation de Je t'appelle de Paris, Monsieur, je pense que votre spectacle est une fenêtre ouverte au monde. Ah là, moi j'étais très heureux. On oublie toujours que ce sont les hommes qui font bouger les choses. Les textes, quelle que soit leur beauté, ils sont inefficaces si les hommes ne les appliquent pas. Et nous avions un problème au niveau qualitatif et quantitatif de nos cadres. Et nous, petite équipe qui avons travaillé, évidemment avec la société civile, pour produire le rapport en 2013, en avril 2013, avec évidemment de très nombreuses difficultés, parce qu'il faut trouver les salles pour les concertations, il faut mobiliser des gens qui viennent 1, 2, 3 fois sans même la possibilité de donner du café. Et il faut collecter les informations. Vous savez que les statistiques ne sont pas très bien développées au Burkina Faso. Donc les acteurs mettent en œuvre beaucoup de mesures, il y a des politiques, il y a des actions qui se mettent en œuvre, mais il n'y a pas vraiment un mécanisme rigoureux et formel utilisé par l'ensemble des acteurs pour pouvoir capter, mesurer et apprécier ce qu'ils mettent en œuvre. Entre 2013 et 2014, a eu lieu un programme qui s'est réalisé avec une autre assistance technique de l'UNESCO. Donc c'était la mise en place d'indicateurs de la culture pour le développement et dans le développement. Et la mise en place de ces indicateurs répondait également à un défi qui avait été identifié dans le rapport de 2013. Donc on voit comment il y a véritablement une progression dans l'identification des défis et la recherche de solutions. De 2009 à 2011, on voit déjà la progression. L'étude sur l'impact avait montré que c'était autour de 2,02 au PIB et les indicateurs de l'UNESCO montrent que c'est autour de 3. Donc vous voyez que de 2,02 à 3, il y a une progression dans l'espace de 2-3 ans. Le Burkina Faso bénéficie véritablement d'un soutien réel de l'UNESCO avec différents projets qui ont été mis en place. Je prendrai par exemple le projet sur l'assistance technique qui a été accordée donc pour la mise en place de la stratégie de valorisation des arts et la culture dans le système éducatif burkinabé. Il y a également le FIDC qui a soutenu justement la mise en place de politiques culturelles décentralisées. L'État central n'a plus
la mainmise sur la question du développement, et notamment du développement culturel. Il y a un nouveau acteur important qui a apparu, ce sont les collectivités territoriales, les communes et puis les régions. Rapport synthétique de la journée. Donc cet atelier marque le début de la deuxième phase et donc qui permet, grâce à l'appui de l'UNESCO, donc du projet SIDA, de renforcer les capacités de l'équipe nationale afin qu'ils aillent sur le terrain pour collecter les données, les analyser et élaborer le rapport. Le premier rapport avait été rédigé au sein du ministère par quelques-uns. Là, c'est rédigé par une équipe mixte, paritaire, de la société civile du ministère et des médias, ce qui est un atout, et ça pourrait avoir un impact par la suite. Ah ouais, mais ce rapport, il est indispensable. Comme tout rapport, ça permet de faire un point d'une certaine situation, d'une certaine période de mise en œuvre d'une activité. Donc c'est en même temps comme un exercice d'évaluation. Qu'est-ce qui a pu se faire? Qu'est-ce qui n'a pas pu se faire? Et du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour contourner, pour surmonter ces blocages, ces difficultés et avancer? Nous ne sommes pas un couple comme tous les autres. Nous sommes un couple démocratique. Je commençais le théâtre, c'était compliqué entre ma famille et moi, surtout ma maman, qui n'est pas allée à l'école, donc qui ne comprend rien de cela. Mais chez elle, parce qu'elle entendait les gens dire que c'est des prostituées. Donc du coup, elle ne voulait pas du tout que sa fille fasse le théâtre. Donc c'était la course dans la cour avant l'heure des répétitions. Je me cachais pour aller. Et donc du coup, petit à petit, la première fois que j'ai eu mon premier cachet, je suis venue, je lui ai montré. Et 16 ans avant, ce que j'ai eu, c'était bien. Donc elle a dit, ah bon, c'est ce que vous faites là qui vous donne ça. Donc du coup, elle a commencé à avoir confiance. Moi-même, en tant qu'artiste, je deviens entrepreneur aussi culturel, hein, parce qu'on monte des projets éventuellement et on est actif dans la dynamique des industries culturelles pour que les choses évoluent. Parce que sans une véritable industrie, on ne peut même pas parler avec les politiques. Je suis formée réalisatrice et j'aimerais m'en tenir à là. C'est ce que je sais faire. La production, je le fais par défaut. Parce que je ne sais pas manager l'argent, manager ce genre de trucs. Ce n'est pas vraiment mon choix. Mais malheureusement, on est obligé de le faire parce qu'on n'en a pas assez. On a du mal à faire confiance, évidemment, à des producteurs qui n'ont pas prouvé qu'ils pouvaient vraiment contenir tout un plateau et avoir des finances transparentes jusqu'à la fin. Les artistes ont un texte juridique légal qui leur confère un statut juridique. Donc vous avez les artistes, notamment les artistes professionnels. Mais on est en pleine construction, mais la question ne sera pas nécessairement réglée par l'outil juridique. Non, c'est encore un problème économique aussi, et c'est un problème aussi du niveau de structuration, du développement du secteur culturel et artistique. Il reste à mettre en place vraiment tout le processus pour que ça soit vraiment, pour qu'on arrive à vivre, dire voilà, nous sommes artistes et nous jouissons de notre statut en tant qu'artiste. Mais c'est pas évident, parce que quand on parle de statut aussi, c'est payer des impôts. Alors après, comment est-ce que le ministère va faire des statistiques pour pouvoir dire tel ou tel artiste a perçu tel ou tel cachet pour pouvoir payer les impôts aussi, c'est pas évident. Il faut que les artistes soient aussi professionnels. Il y a des artistes qui ne sont pas professionnels. Vous passez votre temps à accompagner, vous passez votre temps à faire un travail, vous faites un travail, vous avez un événement. La moindre des choses aussi, c'est d'informer le journaliste. Un bon artiste doit savoir que dans tel média, voilà des gens qui s'occupent de la culture. On va à des festivals, on va au festival d'Avignon, on va à un marché comme le Massa. Là-bas, c'est un marché. On propose le spectacle, les acheteurs viennent le prendre, et en ce moment, c'est un achat. Et alors, on peut arriver à ça. Mais jouer dans le quartier ou pour les gens du quartier, vous allez dans un village, vous dites de payer un spectacle à 1000 francs. Ils ne comprennent même pas. Comment? Pour s'amuser, il faut payer encore. À mon avis, le numérique est aujourd'hui une chance pour nos populations. Aujourd'hui, toutes ces personnes qui ne pouvaient pas avoir le lien entre le village et la ville ont cette facilité de créer ce lien-là, ne serait-ce qu'avec la communication qu'ils établissent à travers le téléphone.
à travers l'image. Et la téléphonie est une énorme chance. C'est un portail ouvert pour les producteurs, pour les artistes, pour les labels, hein, pour tout le milieu, le secteur, de créer une autre industrie, hein, qui n'est pas visible, qui n'est pas touchable, mais qui est énorme. Dès la naissance du numérique, les jeunes burkinabés se sont emparés de cet outil-là pour s'exprimer à travers donc, le cinéma et l'audiovisuel. Et aujourd'hui, on dénombre une quantité assez importante d'entreprises de cinéma et d'audiovisuel. Au Burkina Faso, on constate qu'aujourd'hui, il y a des films burkinabés qui alimentent les quelques salles d'exploitation cinématographique qui existent dans le pays. Donc il y a un embryon d'industrie du cinéma et de l'audiovisuel dans le pays. Dans le budget de tous les ministères au Burkina Faso, nous sommes le ministère le plus pauvre, le ministère de la culture. Pourtant c'est énorme, c'est grand. Pourquoi? Un pays sans culture, on va où si on n'a pas de culture? C'est la culture qui fait voyager le pays, c'est pas la politique. C'est pas la politique, c'est la culture qui fait voyager les pays au-delà des frontières. Des fois, j'ai l'impression que je me bats contre tout le monde. Et très franchement, des fois, j'ai la morale vraiment très bas parce que je me dis, voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'arrête ou je continue? Non, je dois continuer. Parce que je sais que dans ce pays-là, on a des potentialités artistiques inépuisables. On n'a pas encore exploité le quart de ce que l'artiste burkinabé peut donner de sa valeur. Voilà. Fogo adambio tu vi mi kawa pinye bo ye winter fogo bio tu vi mate me